Salutations à vous, estimés chercheurs de vérités historiques, sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous convions à un long et, j'ose vous l'assurer, passionnant voyage à travers les sables du temps, au cœur même d'une époque tumultueuse et décisive, au tournant des XIVe et XVe siècles. Nous allons nous immerger dans la vie et les exploits d'un homme dont le nom retentissait dans tout le monde connu d'alors, dont les victoires semèrent la terreur dans le cœur de ses ennemis, et dont la chute devint l'un des plus grands drames de l'histoire mondiale. Il s'agit du sultan Bayezid Ier, quatrième souverain de la dynastie ottomane, un homme à qui l'histoire elle-même a conféré le surnom redoutable et éloquent. Yıldırım, l'éclair. Imaginez un monde où les anciens empires s'effondrent, tels des colosses minés par le temps, et où, sur leurs décombres, de jeunes États voraces gagnent rapidement en puissance. L'Empire byzantin, autrefois maître de la moitié du monde, agonise, pris en étau entre l'Orient et l'Occident, sa capitale Constantinople, dernier bastion d'une époque révolue, observe avec anxiété la puissance croissante de ses voisins. L'Europe, déchirée par des conflits internes, la fragmentation féodale et les schismes papaux, suit avec effroi l'avancée inexorable d'une nouvelle force venue de l'Est, les Turcs ottomans. Ce sont des nomades, des guerriers d'Allah, des Ghazis, qui, par le feu et l'épée, se taillent un empire sur les terres d'Anatolie et des Balkans. C'est précisément à cette époque charnière, au confluent des civilisations, que Bayezid Yıldırım était destiné à régner. Sa vie est un kaléidoscope d'ascensions fulgurantes et de chutes vertigineuses. Il hérita de son père et de son grand-père un État jeune, mais déjà redoutable, et en peu de temps, il le transforma en un immense empire s'étendant du Danube à l'Euphrate. Ses armées semblaient invincibles. Son nom devint synonyme de rapidité, de détermination et de fortune militaire. Il écrasa la dernière grande armée de croisés rassemblée par l'Europe et fut à deux doigts d'effacer l'empire byzantin de la carte du monde. Mais au sommet de sa puissance, il se heurta à un autre titan de l'époque, à un conquérant dont le nom inspirait également la crainte, Tamerlan, le boiteux de fer. Leur affrontement fut une bataille de géants qui détermina le destin de nombreux peuples et États. Notre narration sera longue et détaillée. Nous ne nous contenterons pas de survoler la surface en nous limitant à une simple énumération de dates et de batailles. Nous nous efforcerons de recréer une image vivante de cette époque, de comprendre les motivations des actions de Bayezid et de ses contemporains, d'analyser le nœud extrêmement complexe des facteurs politiques, militaires, religieux et personnels qui déterminèrent son destin. Nous examinerons en détail ses origines, son ascension fulgurante au trône, ses brillantes campagnes militaires, sa politique intérieure, ses triomphes et ses erreurs. Nous nous plongerons dans l'atmosphère des batailles médiévales, des intrigues de cour, des jeux diplomatiques et des drames personnels. Nous tenterons de séparer la vérité historique des mythes et légendes ultérieures qui ont enveloppé la figure de Bayezid. Préparez-vous à une immersion profonde. Un récit vous attend sur un homme qui défia le monde entier et qui, malgré une fin tragique, inscrivit à jamais son nom dans les annales de l'histoire, comme Bayezid l'éclair. Notre voyage à son époque commence. Pour comprendre l'envergure de la personnalité de Bayezid Ier et le rôle qu'il a joué dans l'histoire, il est avant tout nécessaire de se tourner vers les racines de l'État ottoman, vers l'héritage de ses prédécesseurs, qui ont jeté les fondations du futur grand empire. Le beylik ottoman, apparu à la fin du XIIIe siècle sur les décombres du sultanat seldjoukide de Roum, était l'une des nombreuses petites principautés turques d'Asie mineure. Cependant, grâce à sa position géographique favorable à la frontière d'un empire byzantin affaibli, à l'énergie et au talent de ses premiers souverains, Osman Gazi et son fils Orhan Gazi, il commença à s'étendre rapidement. Au moment de la naissance de Bayezid, l'État ottoman représentait déjà une force considérable. Sous Orhan, qui régna approximativement de 1326 à 1362, les Ottomans s'emparèrent d'importantes villes byzantines en Asie mineure, y compris Brousse, qui devint leur première capitale, Nicée, aujourd'hui connue sous le nom d'Iznik, et Nicomédie, l'actuel Izmit. C'est Orhan qui jeta les bases du système administratif et militaire ottoman.
Il commença à frapper sa propre monnaie, introduisit le système des timars, c'est-à-dire des fiefs militaires, créa les premières unités régulières d'infanterie, connues sous le nom de yaya ou piétons, et de cavalerie, appelées musellem. Cependant, l'innovation la plus célèbre et la plus redoutable, associée à son nom, ou du moins à son époque, fut la création du corps des janissaires, ce qui signifie en traduction « nouvelle troupe ». Ce corps d'infanterie d'élite, initialement formé de jeunes chrétiens prisonniers, puis par le système du Dev Shirmé, sorte d'impôt du sang prélevé sur les peuples chrétiens soumis des Balkans, devint l'épine dorsale de l'armée ottomane et le soutien du pouvoir sultanien pendant des siècles. Les janissaires étaient élevés dans une discipline stricte, dans un esprit de dévouement au sultan et à l'islam, et se transformèrent en l'une des formations militaires les plus aptes au combat de leur temps. Le fondement idéologique de l'expansion ottomane était le concept de ghazi, guerrier de la foi, de la guerre sainte, ou djihad, contre les infidèles. Cela attirait dans les rangs ottomans de nombreux volontaires de toute l'Anatolie et d'autres terres musulmanes, avides de gloire et de butin. Cependant, les Ottomans n'étaient pas seulement des guerriers fanatiques, mais aussi des politiciens pragmatiques. Ils utilisaient habilement les querelles internes à Byzance et parmi les souverains balkaniques, concluaient des alliances, épousaient des princesses chrétiennes, attiraient à leur service des spécialistes chrétiens. Le père de Bayezid était le sultan Mourad Ier, qui régna de 1362 à 1389, fils d'Oran. C'est Mourad qui transforma le beylik ottoman en un véritable empire, en déplaçant les principales opérations militaires dans la péninsule balkanique. En 1361, ou selon d'autres sources, en 1369, il s'empara d'Andrinople, aujourd'hui Édirne, et en fit la nouvelle capitale de l'État ottoman, ce qui symbolisait ses ambitions européennes. Mourad était un chef militaire et un homme d'État exceptionnel. Il étendit considérablement le territoire de l'Empire ottoman, remportant une série de victoires éclatantes sur les Byzantins, les Bulgares et les Serbes. Sous son règne furent conquises la Thrace, une partie importante de la Macédoine, de la Bulgarie et de la Serbie. Il écrasa les forces unies des princes serbes et bosniaques à la bataille de la Maritsa, également connue sous le nom de bataille de Tchernomène, en 1371, ce qui ouvrit aux Ottomans la voie à la conquête ultérieure des Balkans. Mourad Ier mena également d'importantes réformes intérieures visant à renforcer le pouvoir sultanien et à centraliser l'État. Il adopta officiellement le titre de sultan, soulignant son indépendance et son pouvoir suprême. Le système de gouvernement fut amélioré, un divan, sorte de conseil des ministres, fut créé, la fiscalité fut rationalisée. Mourad continua à développer l'armée, augmentant l'effectif du corps des janissaires et de la cavalerie sipahi, la milice féodale qui recevait pour son service des terres, ou timars. Il était connu pour sa justice, sa piété, mais aussi pour sa sévérité envers les ennemis et les traîtres. C'est Mourad Ier qui jeta les bases de la machine militaire et administrative que son fils Bayezid héritera et portera à la perfection. La personnalité de Mourad, son génie militaire, son énergie infatigable et sa sagesse politique exercèrent sans aucun doute une influence énorme sur la formation du caractère du jeune Bayezid. Bayezid naquit, vraisemblablement, en 1360, bien que certaines sources indiquent des dates antérieures, jusqu'à 1354. Son lieu de naissance fut probablement Andrinople ou Brousse. Sa mère était Gulchichek Hatun, d'origine grecque, capturée et devenue l'épouse de Mourad Ier. Bayezid avait plusieurs frères, parmi lesquels les plus connus sont Yacoub Chelebi et Savchi Bey, ainsi que des sœurs. L'éducation des Shehzades ottomans, c'est-à-dire des princes, à cette époque était sévère et complète. Dès leur plus jeune âge, ils étaient préparés au rôle de futurs souverains et chefs militaires. Ils étudièrent le Coran et les fondements de la théologie islamique, les langues arabes et persanes, qui étaient les langues de la science et de la poésie, l'histoire, la littérature, la calligraphie. Une attention énorme était accordée à la préparation physique et à l'art militaire, équitation, maniement de l'épée, de l'arc, de la lance, tactique
et stratégie. Bayezid, sans aucun doute, suivit cette formation. De plus, les princes ottomans se passionnaient souvent pour la poésie, et Bayezid ne faisait pas exception. Des informations sur ses propres tentatives poétiques ont été conservées. Dès son jeune âge, Bayezid commença à participer aux campagnes militaires de son père. Il fut témoin de ses victoires, apprit de lui l'art de commander les troupes et de mener la guerre. C'était la meilleure école pour un futur chef militaire. Entre les campagnes, Mourad Ier nommait ses fils gouverneurs, ou Sanjak Beys, de diverses provinces, appelées Sanjaks, de l'Empire. Cela leur donnait l'occasion d'acquérir une expérience pratique de l'administration, d'apprendre à résoudre les questions administratives, judiciaires et financières, de commander les garnisons locales. Bayezid gouverna pendant plusieurs années le Sanjak de Kütahya en Anatolie, qui était un centre important et une tête de pont pour l'expansion ottomane vers l'Est. C'est durant ces années que commença à se former son caractère, qui lui apportera plus tard gloire et déchéance. Bayezid était un homme d'une énergie indomptable, d'une ambition immense, colérique, impatient et déterminé. Il possédait un talent militaire indéniable, un courage personnel et la capacité de prendre rapidement des décisions dans des situations critiques, qualités qui lui vaudront le surnom de Yildirim. Cependant, il était également arrogant, excessivement sûr de lui et enclin à sous-estimer ses adversaires, ce qui jouera finalement un rôle fatal dans son destin. L'un des épisodes tragiques qui put influencer Bayezid et la pratique ottomane de la succession au trône fut la révolte de son frère aîné, Savche Bey, en 1385, ou selon certaines sources, en 1373. Savche, mécontent de sa position, s'allia au prince byzantin Andronique, futur empereur Andronique IV paléologue, qui s'était également révolté contre son père, l'empereur Jean V Mourad. Ier réprima cruellement cette révolte. Savche Bey fut capturé, aveuglé et exécuté. Cet incident démontra le danger des querelles dynastiques et renforça peut-être au sein de l'élite dirigeante ottomane l'opinion sur la nécessité d'éliminer les rivaux potentiels lors de l'accession au trône d'un nouveau sultan. Le point culminant du règne de Mourad Ier et un tournant dans le destin de Bayezid fut la célèbre bataille de Kosovo-Polje, qui eut lieu le 15 ou le 28 selon le nouveau style, juin 1389. Ce fut l'une des batailles les plus importantes et les plus sanglantes de l'Europe médiévale, devenue un symbole de la résistance serbe à la conquête ottomane, et en même temps, un jour de triomphe et de tragédie pour les Ottomans. La cause de la bataille était la volonté de Mourad Ier de soumettre définitivement la Serbie, qui, malgré des défaites antérieures, continuait de résister à l'expansion ottomane. Le prince serbe Lazar Hrebeljanović réussit à rassembler une importante armée de coalition, comprenant des contingents de diverses terres serbes, ainsi que des contingents de Bosnie, sous le commandement du voïvode Vlatko Vuković, et peut-être d'autres États balkaniques. L'effectif total de l'armée alliée est estimé par les historiens entre 12-20 et 30 000 guerriers. Mourad Ier amena également à Kosovo-Polje une immense armée, comptant, selon diverses estimations, de 27-40 à 60 000 hommes. L'armée ottomane comprenait des janissaires, des sipahis, ainsi que des détachements auxiliaires des beyliks anatoliens vassaux. Aux côtés de Mourad, ses fils Bayezid et Yacoub participèrent également à la bataille. Bayezid commandait le flanc droit de l'armée ottomane, Yacoub le flanc gauche, et Mourad lui-même, avec les janissaires, se trouvait au centre. La bataille fut extrêmement acharnée et sanglante. Les deux camps combattirent avec un courage désespéré. L'issue de la bataille resta longtemps incertaine. La cavalerie lourde serbe porta un coup puissant au flanc gauche des Ottomans, commandé par Yacoub, et selon certaines informations, le persa même. Cependant, Bayezid, sur le flanc droit, agissait avec succès, contenant l'assaut de l'ennemi et contre-attaquant. Au plus fort de la bataille, deux événements se produisirent qui en prédéterminèrent l'issue et eurent des conséquences profondes. Le premier fut la mort du prince serbe Lazar. Selon une version, il fut capturé et exécuté. Selon une autre, plus répandue dans l'épopée serbe, il périt héroïquement au combat.
Sa mort entraîna la désorganisation et la démoralisation de l'armée serbe. Le second événement, non moins important, fut la mort du sultan Mourad Ier lui-même. Les circonstances de sa mort sont également entourées de mystères et existent dans plusieurs versions. La légende la plus connue, en particulier dans la tradition serbe, raconte que Mourad fut tué par le guerrier serbe Miloš Obilić, ou Kobilić, qui, sous l'apparence d'un transfuge ou d'un suppliant, pénétra dans la tente du sultan et lui infligea un coup de poignard mortel. Après cela, Miloš fut capturé et exécuté. Les sources ottomanes, en règle générale, passent sous silence cet épisode, ou affirment que le sultan fut tué après la bataille par un guerrier serbe blessé inconnu, qui s'était caché parmi les cadavres. Certains historiens estiment que la version de Miloš Obilić pourrait être un mythe héroïque ultérieur, mais elle est solidement ancrée dans la conscience populaire. Quoi qu'il en soit, Mourad Ier tomba sur le champ de sa dernière victoire. La mort du sultan au plus fort, ou immédiatement après la bataille, créa une situation critique. L'armée ottomane, bien qu'ayant remporté la victoire, les Serbes étant vaincus et en retraite, fut secouée par la mort de son chef. À ce moment, Bayezid se mit en avant. Apprenant la mort de son père, il fit preuve d'une détermination et d'un sang-froid étonnant. Tout d'abord, il cacha à la majeure partie de l'armée la nouvelle de la mort de Mourad, afin d'éviter la panique. Puis, selon les témoignages de nombreuses sources, il entreprit une démarche qui entacha son nom à jamais, mais qui, du point de vue de la pratique étatique ottomane de l'époque, pouvait être considérée comme une nécessité. Il ordonna d'appeler immédiatement auprès de lui son frère aîné Yacoub Çelebi, qui commandait avec succès le flanc gauche et était populaire parmi les troupes. Yacoub, qui ne se doutait de rien, se présenta dans la tente de Bayezid et y fut aussitôt étranglé sur son ordre. Les motifs de ce fratricide étaient évidents. Bayezid éliminait le seul prétendant réel au trône qui aurait pu contester son pouvoir. Yacoub était plus âgé, selon certaines données, plus expérimenté et jouissait peut-être d'un plus grand soutien parmi certains cercles de la cour et chefs militaires. Bayezid ne voulait pas prendre de risques et permettre une guerre civile pour la succession, qui aurait pu ruiner toutes les conquêtes de son père. Bien qu'un tel acte nous paraisse monstrueux aujourd'hui, dans l'Empire ottoman, où il n'existait pas de loi claire sur la succession au trône et où la lutte entre frères pour le pouvoir était monnaie courante, il était considéré par beaucoup comme une dure nécessité, un moindre mal par rapport à une guerre civile. Plus tard, cette pratique d'élimination des frères lors de l'accession au trône d'un nouveau sultan sera même légalisée par la soi-disant loi de Fatih, c'est-à-dire du sultan Mehmed Tada le Conquérant. Ainsi, à Kosovo-Polje, parmi le sang et les cadavres, Bayezid Ier monta sur le trône ottoman. Il avait environ 29-30 ans. Il hérita de son père une armée immense et aguerrie, ainsi que de vastes territoires dans les Balkans et en Anatolie. Mais il hérita également de nombreux problèmes. La nécessité de soumettre définitivement les peuples conquis, de renforcer son pouvoir à l'intérieur du pays, de repousser les menaces des beyliks anatoliens restés indépendants, et de Byzance. Et il était plein de détermination non seulement pour préserver, mais aussi pour accroître l'héritage paternel. La bataille de Kosovo-Polje fut pour lui à la fois un triomphe, un tremplin vers des réalisations encore plus grandes, et le premier pas sur un chemin qui le mènera au sommet de la gloire et à l'abîme de la chute. L'ère de Bayezid l'Éclair commençait. Monté sur le trône de l'État ottoman directement sur le champ de bataille, imprégné du sang de son père et de son frère, Bayezid Ier démontra immédiatement les qualités qui lui vaudront bientôt le redoutable surnom de Yildirim, l'éclair ou le foudroyant. Ce surnom reflétait parfaitement son caractère. Rapidité dans la prise de décision, énergie indomptable, célérité des mouvements de troupes et force écrasante des coups qu'il portait à ses ennemis. Les premières années de son règne furent marquées par une série de brillantes campagnes militaires, tant dans les Balkans qu'en Anatolie, ainsi que par une activité intense visant à renforcer le pouvoir central et à développer l'État. On ne sait pas exactement quand ni dans quelles circonstances Bayezid reçut son célèbre surnom. Il existe plusieurs versions. Selon l'une d'elles, il fut ainsi nommé pour sa capacité à transférer ses troupes
avec une rapidité foudroyante d'un théâtre d'opération à un autre, par exemple des Balkans, en Anatolie, et vice-versa, prenant ses ennemis par surprise. Selon une autre version, le surnom reflétait son caractère colérique, impétueux et sa rapidité au combat. Certains chroniqueurs ottomans l'associent à des épisodes spécifiques, par exemple sa réaction rapide lors de la bataille de Kosovo-Polje ou l'une de ses premières campagnes anatoliennes. Quelle que soit son origine exacte, le surnom Yıldırım resta solidement attaché à Bayezid et devint une partie intégrante de son image historique. Ayant consolidé son pouvoir en éliminant son frère Yacoub, Bayezid se concentra sur la consolidation de l'État. Il poursuivit la politique de ses prédécesseurs de centralisation de l'administration et de renforcement du pouvoir sultanien. Le système administratif fut perfectionné, le personnel des fonctionnaires fut élargi, le travail du divan fut rationalisé. Bayezid s'efforça de limiter l'influence de l'ancienne noblesse tribale turque et des ordres de derviches indépendants, en s'appuyant sur ses serviteurs fidèles, y compris les Kapukulu, les esclaves de la porte, parmi lesquels figuraient les janissaires et les fonctionnaires de cour d'origine non turque. L'une des mesures importantes de Bayezid fut la création du poste de kazasker, c'est-à-dire de juge militaire suprême, ce qui témoigne de son attention aux questions de justice et à l'organisation de l'appareil militaro-administratif. Il protégea également les oulémas, les théologiens et juristes islamiques, tout en s'efforçant de les maintenir sous son contrôle. Bayezid fut aussi un bâtisseur actif. Sous son règne furent construites de nombreuses mosquées, médersas, c'est-à-dire des écoles islamiques, imarets ou soupes populaires, caravansérails, ponts et autres édifices publics tant dans les capitales, Brousse et Edirne, que dans d'autres villes de l'Empire. Le monument architectural le plus célèbre de son époque est l'Ulu Cami, la grande mosquée de Brousse, construite, selon la tradition, avec les fonds obtenus de la rançon des prisonniers après la bataille de Nicopolis. Cette mosquée, avec ses 20 coupoles et son architecture monumentale, est encore aujourd'hui l'un des symboles de la ville et un chef-d'œuvre de l'architecture ottomane primitive. L'activité de construction de Bayezid ne se contenta pas d'embellir les villes et de favoriser le développement de la culture, mais servit également des objectifs de propagande, démontrant la puissance et la piété du sultan. La principale direction de l'expansion de Bayezid durant les premières années de son règne resta les Balkans. La victoire de Kosovo-Polje, malgré la mort de Mourad Ier, affaiblit considérablement la résistance serbe. Le fils du prince Lazare défunt, Stefan Lazarević, fut contraint de se reconnaître vassal de Bayezid. Il s'engagea à payer un tribut, à fournir des troupes auxiliaires à l'armée ottomane, et donna même sa sœur Olivera, également connue sous le nom de Maria, au harem de Bayezid. Ce mariage avait également une signification politique, renforçant les liens entre les deux dynasties. Stefan Lazarević, malgré sa position de dépendance, se révéla un vassal fidèle et un chef militaire talentueux, combattant à plusieurs reprises aux côtés des Ottomans, y compris lors de la bataille tragique pour eux d'Ankara. Cependant, toutes les terres serbes ne se soumirent pas immédiatement. Bayezid dut entreprendre plusieurs campagnes pour réprimer les foyers de résistance restants. La cible suivante de Bayezid fut la Bulgarie, qui à cette époque était divisée en plusieurs royaumes rivaux. En 1393, après un siège de 3 mois, les troupes ottomanes prirent Tarnovo, la capitale du Tsarat de Tarnovo, le principal État bulgare. La ville fut pillée, de nombreux habitants tués ou emmenés en esclavage. Le patriarche bulgare Eutim de Tarnovo, qui dirigeait la défense de la ville, fut exilé. La chute de Tarnovo fut un coup terrible pour le peuple bulgare et signifia en fait la fin de son indépendance pour 5 siècles. Bientôt, le Tsarat de Vidin, dernier vestige de l'État bulgare, fut également conquis. Bayezid ne se limita pas à la Serbie et à la Bulgarie. Ses troupes effectuèrent des raids dévastateurs en Valachie, où le voïvode Mircea l'Ancien leur opposa une résistance acharnée. Les Ottomans envahirent la Bosnie, l'Albanie, y établissant leur pouvoir ou plaçant les souverains locaux sous dépendance vassale. Des territoires importants furent conquis en Grèce. Les troupes ottomanes occupèrent la Thessalie,
pénétrèrent en Morée, c'est-à-dire dans le Péloponnèse, menaçant les dernières possessions byzantines et latines. Vers le milieu des années 1390, la majeure partie de la péninsule balkanique se trouvait soit sous administration ottomane directe, soit en état de vassalité envers Bayezid. Une place particulière dans les plans de Bayezid était occupée par Constantinople, la Pomme d'Or, rêve de nombreux conquérants musulmans. L'Empire byzantin, à cette époque, n'était plus que l'ombre de sa grandeur passée, ses possessions s'étant réduites à la ville elle-même et à quelques enclaves en Morée et sur les îles de la mer Égée. Bayezid assiégea ou bloqua Constantinople à plusieurs reprises, à partir d'environ 1391 ou 1394. Il cherchait à contraindre la ville à se rendre par la faim. Pour renforcer le blocus et contrôler le détroit du Bosphore, Bayezid construisit, entre 1393 et 1394, sur la rive asiatique du Bosphore, la puissante forteresse d'Anadolu-Izari, ce qui signifie forteresse anatolienne. Cette forteresse, située à l'endroit le plus étroit du détroit, en face de la future rue Melihi-Zari, construite par Mehmed II, devint un important avant-poste ottoman et un symbole de leur détermination à s'emparer de Constantinople. L'empereur byzantin, Manuel II, paléologue, se trouvait dans une situation désespérée. Il fut contraint de payer un tribut à Bayezid, d'envoyer son fils en otage et même de participer aux campagnes militaires ottomanes. Cependant, Manuel II ne perdait pas espoir d'obtenir de l'aide de l'Europe et entreprenait des efforts diplomatiques pour l'obtenir. Parallèlement à ses conquêtes dans les Balkans, Bayezid mena une expansion active en Anatolie, cherchant à unir sous son autorité tous les beyliks, ou principautés turques, qui s'étaient formés après la désintégration du sultanat seldjoukide. Cette politique avait des objectifs tant économiques que stratégiques. Contrôle des routes commerciales, accès aux ressources humaines et matérielles de l'Anatolie, élimination des rivaux potentiels et création d'un arrière uni pour de futures conquêtes à l'ouest. Bayezid utilisa diverses méthodes pour soumettre les beys anatoliens. Mariage dynastique. Par exemple, il était lui-même marié à la fille du bey de Germiyan, recevant en dot une partie de ses terres, y compris Kütahya. Pression politique, menaces et bien sûr la force militaire. En peu de temps, entre 1389 et 1392, il réussit à annexer ou à placer sous dépendance vassale la plupart des beyliks d'Anatolie occidentale et centrale. Germiyan, Aydın, Saruhan, Menteşe, Hamid Tekke, leurs souverains furent soit renversés, soit reconnurent l'autorité suprême de Bayezid. Le rival le plus tenace et le plus dangereux des Ottomans en Anatolie était le beylik de Karaman, avec pour capitale Konya. Les Karamanides se considéraient comme les héritiers du sultanat seldjoukide et prétendaient à l'hégémonie en Anatolie. Le souverain de Karaman, Alaeddin Bey, était marié à la sœur de Bayezid, mais cela ne l'empêchait pas de mener une politique hostile envers les Ottomans, concluant des alliances avec d'autres beyliks et même avec des États européens. Bayezid entreprit plusieurs campagnes contre Karaman. En 1390-1391, il infligea une sérieuse défaite à Alaeddin et assiégea Konya, mais ne put la prendre. Le conflit avec Karaman se poursuivit avec des interruptions pendant plusieurs années et exigea de Bayezid des efforts considérables. Vers le milieu des années 1390, Bayezid réussit à étendre considérablement les possessions ottomanes en Anatolie, rapprochant leurs frontières de l'Euphrate. Il soumit le beylik des Jandarides, également connu sous le nom d'Isfandiyarides, sur la côte de la mer Noire, y compris l'important port de Sinop. Il entra également en conflit avec Kadi Burhaneddin, souverain d'un État puissant avec pour capitale Sivas, qui contrôlait d'importants territoires en Anatolie centrale et orientale. Ainsi, en quelques années seulement de son règne, Bayezid Ier Yıldırım réussit à créer un immense empire s'étendant du Danube à l'Euphrate. Ses succès militaires furent stupéfiants. Il soumit la majeure partie des Balkans, étendit considérablement ses possessions en Anatolie, assiégea Constantinople,
l'Empire ottoman devint la puissance dominante en Méditerranée orientale. Cependant, cette expansion rapide ne pouvait manquer de provoquer une réaction. En Europe, l'inquiétude grandissait face à la menace ottomane. Et en Anatolie, le mécontentement couvait parmi les beys soumis, qui n'attendaient qu'un moment favorable pour retrouver leur indépendance. Et un tel moment, comme il sembla aux monarques européens, arriva en 1396, lorsqu'une dernière grande croisade du Moyen-Âge fut organisée contre Bayezid. Vers le milieu des années 1390, les succès de Bayezid Yıldırım dans les Balkans, en particulier la conquête de la Bulgarie et le siège continu de Constantinople, suscitèrent une vive inquiétude en Europe chrétienne. Les appels à une nouvelle croisade pour sauver Byzance et chasser les Ottomans d'Europe se firent de plus en plus pressants. L'initiateur et principal organisateur de cette croisade fut le roi de Hongrie Sigismond de Luxembourg, futur empereur du Saint-Empire romain germanique, dont les possessions jouxtaient directement l'Empire ottoman et subissaient des raids constants. Il fut soutenu par le pape Boniface IX, qui publia une bulle appelant les monarques et chevaliers chrétiens à s'unir contre l'ennemi commun. L'idée d'une croisade trouva un écho favorable, en particulier en France, où les traditions chevaleresques et la soif d'exploits militaires étaient encore vivaces. La chevalerie française, menée par de jeunes et ambitieux aristocrates tels que Jean sans Peur, duc de Bourgogne, alors encore comte de Nevers, Philippe d'Artois, comte de, et le maréchal Jean II le Mingre, dit Boucicaut, répondit avec enthousiasme à l'appel. Des chevaliers d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, de Pologne, de Bohême, d'Espagne et d'autres pays européens se joignirent à la croisade. La Valachie fournit un contingent important, dirigé par le voïvode Mircea l'Ancien, qui avait déjà l'expérience de la lutte contre Bayezid. L'ordre des Hospitaliers, ou Johannites, de Rhodes, envoya également sa flotte et un détachement de chevaliers. L'effectif total de l'armée croisée est estimé différemment par les historiens, allant de 10-15 000 à 100 000, voire plus. Le chiffre le plus probable semble être de 20 à 30 000 guerriers bien armés et équipés, dont une part importante était constituée par la cavalerie lourde chevaleresque, la principale force de frappe des armées européennes de l'époque. Ce fut l'une des plus brillantes et des plus nombreuses milices chevaleresques jamais rassemblées en Europe. Les plans des croisés étaient ambitieux: chasser les Turcs d'Europe, libérer Constantinople, atteindre Jérusalem. Cependant, il manquait d'un commandement unifié, de discipline et d'une évaluation réaliste des forces ennemies. Les chevaliers européens, en particulier les Français, étaient pleins d'assurance, méprisaient les infidèles et considéraient de la guerre à venir comme une promenade de santé, une occasion d'acquérir gloire et riche butin. Ils sous-estimaient la puissance militaire des Ottomans et le talent de commandement de Bayezid. À l'été 1396, l'armée croisée se rassembla à Buda, capitale du royaume de Hongrie, et descendit le Danube. En chemin, ils firent preuve d'une extrême cruauté envers la population orthodoxe locale, qu'ils considéraient comme des schismatiques et des complices des Turcs. Plusieurs villes furent pillées et incendiées, dont Vidan. Ensuite, les croisés assiégèrent et prirent d'assaut la forteresse ottomane de Rahova, l'actuelle Oryahovo en Bulgarie. Les défenseurs de la forteresse, parmi lesquels se trouvaient des Bulgares, furent massacrés et la ville pillée. Ce succès renforça encore la suffisance des croisés. Après Rahova, les croisés arrivèrent à Nicopolis, une importante forteresse ottomane sur la rive droite du Danube. Ils commencèrent le siège, comptant sur une victoire facile. Cependant, Bayezid Yıldırım, apprenant l'invasion, agit avec la rapidité foudroyante qui le caractérisait. Il interrompit le siège de Constantinople, rassembla d'urgence son armée, comprenant des janissaires, des sipaïs, ainsi que les détachements auxiliaires du vassal serbe Stefan Lazarevitch, et marcha à vive allure vers Nicopolis. Son armée parcourut la distance de la mer de Marmara au Danube en quelques jours, prenant les croisés par surprise. Le matin du 25 septembre 1396, ou selon certaines sources, le 28 septembre, les deux armées se rencontrèrent sur la plaine vallonnée au sud de Nicopolis.
Bayezid occupa une position avantageuse sur les collines, disposant ses troupes sur plusieurs lignes. En avant, il plaça la cavalerie légère, connue sous le nom d'Akunchi, et l'infanterie, ou Azab, dont la tâche était d'épuiser l'ennemi et de l'attirer sous le coup des forces principales. Derrière eux, sur les pentes des collines, étaient disposées des rangées de pieux aiguisés, plantés dans le sol, pour arrêter l'attaque de la cavalerie chevaleresque. Derrière cette barrière se trouvaient les corps d'élite des janissaires, armés d'arcs et de yatagans. Sur les flancs se trouvait la cavalerie lourde des Sipaïs, et en réserve, les détachements serbes de Stefan Lazarević. L'effectif total de l'armée ottomane était probablement comparable à celui de l'armée croisée, ou le dépassait légèrement, s'élevant à environ 25 à 40 000 hommes. Les croisés, voyant l'armée ottomane, n'attendirent pas l'arrivée de toutes leurs forces ni l'élaboration d'un plan unifié. Les chevaliers français, brûlant d'impatience d'engager le combat, exigèrent une attaque immédiate. Le roi Sigismond et d'autres chefs militaires plus expérimentés proposèrent d'abord de mener une reconnaissance et d'attendre l'arrivée de l'infanterie et des détachements valaques, mais leurs avertissements furent ignorés. La cavalerie lourde française, comptant plusieurs milliers de chevaliers, sous la conduite du comte de Nevers, chargea sans ordre les positions ottomanes. L'attaque des chevaliers français fut furieuse et initialement couronnée de succès. Ils écrasèrent les détachements avancés de la cavalerie légère et de l'infanterie ottomane et, malgré les pertes dues aux flèches et aux lances, percèrent jusqu'à la ligne de pieux. Certains chevaliers mirent pied à terre et commencèrent à arracher les pieux à la main, tandis que d'autres tentaient de contourner cette barrière. Avec d'énormes difficultés, ils réussirent à surmonter cet obstacle et à se ruer sur les rangs des janissaires. Un combat au corps à corps acharné s'engagea. Les chevaliers français, bardés de lourdes armures et armés de longues lances et épées, combattirent avec un courage désespéré, infligeant de lourdes pertes aux janissaires. La victoire semblait proche. Cependant, Bayezid garda son sang-froid. Il engagea des réserves fraîches de janissaires et ordonna à sa cavalerie de flanc, les Sipaïs, d'attaquer les chevaliers français des deux côtés. Fatigués par la lourde montée de la colline et le combat acharné, privés du soutien de l'infanterie et des autres contingents de l'armée croisée, les chevaliers français se retrouvèrent encerclés. Leur attaque fut stoppée. De nombreux nobles chevaliers, dont le comte d'Eu, l'amiral Jean de Vienne, porte-étendard de France, et bien d'autres, furent tués. Le comte de Nevers, le maréchal Boucicaut et d'autres furent faits prisonniers. Pendant ce temps, le roi Sigismond, avec les détachements hongrois, allemands et autres, ainsi que les Valaques de Mircea l'Ancien, engagèrent le combat. Ils attaquèrent le centre et le flanc gauche de l'armée ottomane. Le combat fut opiniâtre, et pendant un moment, il sembla que les croisés pourraient renverser le cours de la bataille. Cependant, à ce moment critique, Bayezid engagea sa dernière réserve, la cavalerie lourde du prince serbe Stefan Lazarević. Le choc des détachements serbes frais, qui combattirent aux côtés des Ottomans avec une grande vaillance, fut décisif. L'armée croisée fut brisée et se mit en déroute. Le massacre commença. La cavalerie ottomane poursuivit les fuyards, sans faire de quartier. De nombreux croisés tentèrent de se sauver en traversant le Danube, mais leurs barques étaient surchargées et coulèrent. Le roi Sigismond réussit à s'enfuir sur un navire vénitien. Mircea l'Ancien, avec ses Valaques, réussit également à se retirer en ordre. Mais la majeure partie de l'armée croisée fut soit anéantie, soit faite prisonnière. La victoire de Bayezid à Nicopolis fut complète et écrasante. Les pertes des croisés furent énormes, selon certaines estimations, de 10 à 20 000 tués et prisonniers. Toute l'élite chevaleresque de France et de Bourgogne fut soit anéantie, soit faite prisonnière. Bayezid, furieux des pertes subies par son armée et, selon certaines informations, apprenant le meurtre des prisonniers turcs à Rahova, ordonna d'exécuter la plupart des prisonniers roturiers. Cependant, il laissa en vie les nobles chevaliers, comptant sur une riche rançon. Parmi les prisonniers figuraient Jean sans peur, le maréchal Boucicaut, et de nombreux autres représentants de l'aristocratie européenne. La bataille de Nicopolis eut des conséquences profondes. Tout d'abord,
La victoire affirma définitivement la domination ottomane dans la péninsule balkanique. Les espoirs de chasser les Turcs d'Europe furent anéantis pour de nombreuses années. Deuxièmement, la défaite de Nicopolis porta un coup terrible au prestige de la chevalerie européenne et à l'idée des croisades. Elle démontra l'inefficacité de la tactique chevaleresque traditionnelle face à une armée ottomane disciplinée et bien organisée. Troisièmement, Bayezid Yıldırım atteignit le sommet de sa gloire. Il écrasa les forces unies de l'Europe chrétienne et confirma son surnom de l'Éclair. Son nom inspira une terreur encore plus grande à ses ennemis. Il reçut le titre honorifique de Sultan Irum, c'est-à-dire sultan de Rome ou des anciennes terres byzantines, du calife abbasside du Caire, ce qui renforça encore son autorité dans le monde musulman. Enfin, les négociations pour la rançon des nobles prisonniers durèrent plusieurs mois et exigèrent des sommes énormes. La France et la Bourgogne furent contraintes de rassembler une rançon colossale pour libérer leurs aristocrates. Cela épuisa encore davantage leurs trésors. Jean sans peur ne retourna dans son pays qu'un an plus tard, recevant le surnom de Sans peur, précisément pour son comportement lors de la bataille et en captivité. Après la victoire de Nicopolis, Bayezid célébra son triomphe. Il retourna au siège de Constantinople, avec une détermination encore plus grande. Il semblait que plus rien ne pouvait arrêter sa marche victorieuse. Il était au sommet de sa puissance, maître d'un immense empire, vainqueur des croisés. Cependant, à l'est, des nuages s'amoncelèrent déjà, annonçant une nouvelle tempête, encore plus terrible. L'ombre d'un autre grand conquérant, Tamerlan, commençait à obscurcir l'éclat du croissant ottoman. La victoire de Nicopolis en 1396 propulsa Bayezid Yıldırım à une hauteur apparemment inaccessible. Il ne se contenta pas d'écraser la dernière grande armée de croisés rassemblée par l'Europe. Mais il affirma également définitivement l'Empire ottoman comme la force dominante en Europe du Sud-Est et en Asie mineure. Les quelques années suivantes furent une période d'apogée de sa puissance, un temps où il récoltait les fruits de ses victoires et élaborait des plans grandioses pour l'avenir. Cependant, c'est précisément durant cette période que commencèrent à apparaître les premiers signes des problèmes qui le mèneront finalement à la catastrophe. Après Nicopolis, l'autorité de Bayezid, tant à l'intérieur du pays qu'à l'échelle internationale, était incontestable. Il se sentait le maître absolu d'un immense empire. La centralisation du pouvoir se poursuivit. L'appareil administratif se renforça. La cour sultanienne à Brousse, puis à Edirne, devint de plus en plus fastueuse et populeuse. Bayezid, à l'instar d'autres souverains orientaux, s'entourait de luxe. Son harem se remplissait de beautés de différents pays, y compris des prisonnières de haut rang ou des filles de souverains vassaux, comme Olivera, la sœur de Stéphane Lazarevitch. De somptueux festins, des chasses et des festivités étaient organisés. Cependant, ce luxe et l'influence croissante des eunuques et favoris de la cour suscitaient le mécontentement de certains représentants de l'ancienne noblesse ottomane et des oulémas, qui estimaient que le sultan s'éloignait des traditions modestes de ses ancêtres ghazis, guerriers de la foi. Des rumeurs et des accusations commencèrent à circuler, peut-être propagées par ses ennemis, mais il n'est pas exclu qu'elles aient eu un certain fondement, selon lesquelles Bayezid se livrait à des excès, à l'ivrognerie, malgré l'interdiction de l'alcool dans l'islam, à la débauche, et négligeait même ses devoirs religieux. Certains historiens voient dans cette période non seulement le sommet de la puissance de Bayezid, mais aussi le début d'une certaine décadence morale de l'élite ottomane qui aurait pu affaiblir son esprit combatif et son unité. Il est important de noter cependant que Bayezid restait un souverain énergique et actif, participant personnellement à la gestion de l'État et aux campagnes militaires. L'un des principaux objectifs de Bayezid restait Constantinople. Après la victoire de Nicopolis, il reprit avec une nouvelle vigueur le blocus de la capitale byzantine, qui se poursuivait en fait avec des interruptions de 1394 à 1402. La situation de la ville était désespérée. Elle était coupée du monde extérieur, souffrait de la faim et du manque de ressources. L'empereur Manuel II, paléologue, comprenait que sans aide extérieure, Constantinople était condamnée. En 1399,
il entreprit une démarche désespérée. Laissant la gestion de la ville à son neveu Jean VII, Manuel II partit pour un long et humiliant voyage à travers l'Europe, visitant l'Italie, la France, l'Angleterre, dans l'espoir d'obtenir une aide militaire et financière pour sauver sa capitale. Les monarques européens le reçurent avec honneur, exprimèrent leur sympathie, mais l'aide réelle fut très limitée. L'Europe ne s'était pas encore remise de la défaite de Nicopolis et était absorbée par ses propres problèmes. Pendant ce temps, Bayezid intensifiait la pression sur Constantinople. Il exigeait des habitants qu'ils se rendent, leur promettant de leur laisser la vie sauve et leurs biens. À l'intérieur de la ville, l'unité faisait également défaut. Une faction prônait la résistance jusqu'au bout, une autre les négociations avec le sultan. Cependant, Constantinople, malgré toutes les difficultés, continuait de tenir, espérant un miracle ou un changement de la situation politique. Bayezid n'oubliait pas non plus ses frontières orientales. Il cherchait à achever l'unification de l'Anatolie sous son autorité. En 1397-1398, Bayezid entreprit une campagne décisive contre son principal rival anatolien, le beylik de Karaman. Lors de la bataille d'Aksaï, l'armée du souverain karamanide Alaeddin Bey fut écrasée et lui-même fut fait prisonnier et exécuté sur ordre de Bayezid, bien qu'il fût son beau-frère. Après cela, la majeure partie du territoire de Karaman, y compris la capitale Konya, fut annexée à l'Empire ottoman. Ce fut une victoire importante, qui élimina une menace sérieuse à l'hégémonie ottomane en Anatolie. La cible suivante de Bayezid fut l'État de Kadi Burhaneddin Ahmed, qui occupait de vastes territoires en Anatolie centrale et orientale, avec pour capitale Sivas. Kadi Burhaneddin était un érudit, poète et souverain talentueux, qui avait longtemps résisté avec succès à l'expansion ottomane. Cependant, en 1398, il périt lors d'une bataille contre l'un de ses ennemis, peut-être non sans l'intervention d'agents ottomans. Bayezid profita immédiatement de la situation et envahit les possessions de Kadi Burhaneddin. Sivas et d'autres villes furent prises et son état liquidé. L'expansion de l'Empire ottoman vers l'Est amena Bayezid à entrer en conflit avec une autre puissante entité musulmane, le sultanat mamelouk d'Égypte et de Syrie. Les Mamelouks contrôlaient les villes saintes de la Mecque et de Médine et se considéraient comme les principaux protecteurs de l'islam. Ils voyaient avec méfiance la puissance croissante des Ottomans et prétendaient à la suzeraineté sur certaines petites principautés d'Anatolie orientale et de Syrie du Nord, que Bayezid considérait comme sa sphère d'influence, par exemple le beylik de Dulkadir. Le conflit pour ces territoires, ainsi que pour le contrôle des routes commerciales, conduisit à plusieurs affrontements armés entre les troupes ottomanes et mamelouks, bien qu'une guerre à grande échelle n'eût pas encore éclaté. Cependant, la tension dans les relations entre les deux sultanats persistait. Vers la fin du XIVe siècle, l'Empire ottoman de Bayezid Yıldırım atteignit sa taille maximale. Il s'étendait de la mer Adriatique à l'Euphrate, du Danube au mont Taurus. Bayezid était le souverain le plus puissant de la région. Il semblait que rien ne menaçait son autorité. Cependant, c'est à ce moment précis qu'apparut sur la scène historique un nouveau conquérant, encore plus redoutable, dont le nom inspirait déjà la terreur aux peuples d'Asie et du Proche-Orient. Ce conquérant était Timur, plus connu en Europe sous le nom de Tamerlan, du persan Timur Ileng, Timur le boiteux, en raison de son infirmité. Il était issu de la tribu mongole turquisée des Barlas, né en 1336 près de Samarcande. Doté d'un talent militaire hors du commun, d'une volonté de fer et d'ambitions illimitées, Timur, à la fin du XIVe siècle, avait créé un immense empire s'étendant de l'Inde à la Volga, du Caucase au golfe Persique. Sa capitale était Samarcande, qu'il transforma en l'une des plus belles villes du monde. Timur n'était pas seulement un grand chef militaire, mais aussi un mécène des sciences et des arts, bien que ses conquêtes fussent accompagnées d'une cruauté monstrueuse et de massacres de population. Il se considérait comme l'héritier de Gengis Khan et aspirait à la domination mondiale. L'affrontement entre deux souverains aussi puissants et ambitieux que Bayezid et Timur était pratiquement inévitable.
Les causes de leur conflit étaient multiples. Premièrement, les territoires contestés. Les frontières de leurs empires commençaient à se rapprocher en Anatolie orientale et dans le Caucase. Les deux souverains prétendaient à la suzeraineté sur les mêmes petites principautés et tribus. Deuxièmement, les beys anatoliens exilés. Bayezid, en conquérant les beyliks anatoliens, renversait leurs souverains. Beaucoup de ces beys exilés, par exemple ceux de Germiyan, Aïdoun, Menteche, Karaman, trouvèrent refuge à la cour de Timur et l'incitèrent constamment à se retourner contre Bayezid, lui promettant leur soutien et la restauration de leurs possessions. Timur les utilisa comme prétexte pour intervenir. Troisièmement, les ennemis de Timur chez Bayezid. D'un autre côté, certains ennemis de Timur, tels que le sultan Ahmad Jalayir de Bagdad et le chef de la tribu turkmène des Kara Koyunlu, Kara Yusuf, après leur défaite face à Timur, trouvèrent refuge chez Bayezid. Timur exigea leur extradition, mais Bayezid, se considérant l'égal de Timur en puissance, refusa de le faire, ce qui fut considéré par Timur comme une insulte. Quatrièmement, les ambitions personnelles et le prestige. Les deux souverains étaient extrêmement ambitieux et ne toléraient aucun rival. Chacun se considérait comme le plus grand monarque de son temps. Le conflit entre eux était aussi une lutte pour le prestige et la domination dans le monde islamique. Enfin, la correspondance injurieuse. Une correspondance acerbe et injurieuse s'engagea entre Bayezid et Timur, dans laquelle ils échangeaient menaces et épithètes désobligeantes. Bayezid, sûr de ses forces et sous-estimant Timur, lui écrivait sur un ton arrogant, le traitant de vieux chien, et se vantant de ses victoires sur les chrétiens. Timur, à son tour, répondait non moins vertement, reprochant à Bayezid de s'être écarté des traditions ancestrales, de s'adonner à l'ivrognerie et à la débauche, et exigeant sa soumission. Cette correspondance ne fit qu'attiser davantage l'hostilité entre eux. Des fragments de ces lettres ont été conservés, témoignant du degré extrême d'antipathie mutuelle. Par exemple, Timur écrivit à Bayezid « Tu te crois un grand souverain uniquement parce que tu as remporté quelques victoires sur les infidèles francs. Mais tu n'as pas encore rencontré une véritable armée, semblable à la mienne, qui a conquis les 2/3 du monde. » Bayezid répondit dans le même esprit, provoquant Timur au combat. Timur envoya plusieurs ultimatums à Bayezid, exigeant qu'il reconnaisse sa suzeraineté, qu'il livre ses ennemis et qu'il restitue leurs possessions aux beys anatoliens exilés. Bayezid rejeta fièrement toutes ces exigences. La guerre devenait inévitable. Les deux plus grandes machines militaires de l'époque se préparaient à un affrontement mortel. Bayezid, aveuglé par ses succès précédents, ne réalisait pas pleinement le danger qui le menaçait depuis l'Est. Il était habitué à vaincre et ne pouvait imaginer que quelqu'un puisse écraser son armée foudroyante. Cette assurance et cette sous-estimation de l'adversaire lui seront fatales. Vers l'an 1400, le conflit entre Bayezid Yıldırım et Tamerlan atteignit son paroxysme. L'échange de lettres injurieuses et les ultimatums réciproques ne laissaient plus de place à une solution diplomatique. Deux gigantesques machines de guerre, dirigées par les deux chefs militaires les plus redoutables de leur époque, se préparaient à l'affrontement décisif. Ce n'était pas simplement une guerre entre deux États, c'était une bataille pour l'hégémonie en Asie antérieure. Un choc entre deux titans, chacun se considérant comme l'élu du destin. Bayezid et Timur commencèrent tous deux la mobilisation de toutes leurs forces. Timur, ayant achevé ses campagnes indiennes et réprimé les révoltes en Perse et dans le Caucase, concentra son attention sur l'Empire ottoman. Son armée était immense et multinationale. Elle comprenait des contingents d'élite de peuples turcs, mongols, persans, afghans et autres de son vaste empire. Sa cavalerie lourde représentait une force particulière, ainsi que ses éléphants de combat, ramenés d'Inde, qui devaient terrifier l'ennemi. L'effectif total de l'armée de Timur, selon diverses estimations, s'élevait de 140 à 200 000 guerriers, voire plus. C'était une armée bien organisée, disciplinée et aguerrie, possédant une vaste expérience des sièges et des batailles rangées. Bayezid rassembla également des forces impressionnantes. Son armée se composait des corps d'élite des janissaires et des capuculus, c'est-à-dire des esclaves du palais,
de la cavalerie sipahi d'Anatolie et de Roumélie, c'est-à-dire des Balkans, ainsi que des détachements auxiliaires de souverains vassaux, y compris les troupes serbes de Stefan Lazarević. L'effectif total de l'armée ottomane est estimé entre 70 et 120 000 hommes. Bien qu'inférieure en nombre à l'armée de Timur, elle était également forte et apte au combat, ayant à son actif de nombreuses victoires. Les hostilités commencèrent en l'an 1400. Timur envahit l'Anatolie orientale et assiégea Sivas, une ville importante que Bayezid avait récemment enlevée aux héritiers de Kadi Burhaneddin. La défense de Sivas était dirigée par l'un des fils de Bayezid, Ertuğrul. Après plusieurs semaines de siège, la ville fut prise. Timur, furieux de la résistance acharnée, organisa un massacre cruel de la garnison. Selon la tradition, environ 4000 guerriers arméniens qui défendaient la ville furent enterrés vifs dans des fossés, et Ertuğrul lui-même fut exécuté, bien que selon d'autres sources, il mourut de ses blessures. Cette cruauté visait à terrifier Bayezid et ses sujets. Après la prise de Sivas, Timur ne se dirigea pas immédiatement vers l'ouest, vers les capitales de Bayezid, Brouss ou Edirne. Au lieu de cela, il entreprit une manœuvre de diversion. Il se déplaça vers le sud, en Syrie, où il infligea une défaite aux troupes mamelouks et s'empara d'Alep et de Damas en 1401. Cela fut fait pour sécuriser ses arrières et priver Bayezid d'un éventuel soutien de la part des Mamelouks. Bayezid se trouvait à cette époque dans les Balkans, poursuivant le siège de Constantinople, et ne s'attendant pas à une attaque immédiate de Timur. Au printemps de l'an 1402, Timur, ayant achevé sa campagne syrienne, se tourna de nouveau vers le nord, en Anatolie. Il se déplaçait rapidement, dévastant le pays sur son passage. Son objectif était Ankara, un point stratégique important au centre de l'Anatolie. Timur utilisa une manœuvre tactique habile. Il contourna Ankara par l'est et le sud et la coupa de ses principales bases d'approvisionnement ottomanes. De plus, selon certaines informations, il ordonna de détruire ou d'empoisonner les sources d'eau sur le chemin présumé de l'armée ottomane, afin de l'épuiser avant même le début de la bataille. Bayezid, apprenant l'invasion de Timur, fut contraint de lever d'urgence le siège de Constantinople et de se diriger avec son armée en Anatolie. Il était plein de détermination à livrer une bataille générale et à écraser le vieillard boiteux, comme il appelait avec mépris Timur. Cependant, il commit plusieurs erreurs graves. Premièrement, la sous-estimation des forces et du talent de Timur. Bayezid, aveuglé par ses victoires précédentes, ne considéra pas Timur comme un adversaire de son calibre. Il pensait que son armée, aguerrie au combat contre les Européens, viendrait facilement à bout des hordes asiatiques. Deuxièmement, une marche précipitée. Cherchant à rattraper Timur au plus vite et à lui imposer une bataille, Bayezid força son armée à effectuer une marche forcée épuisante de la Roumélie vers l'Anatolie centrale sous la chaleur de l'été. Les troupes arrivèrent à Ankara fatiguées, souffrant de la soif et du manque de vivres. Troisièmement, l'ignorance des conseils. Certains chefs militaires expérimentés de Bayezid, y compris peut-être le grand vizir Sandarlu Ali Pacha, lui conseillèrent d'éviter une bataille générale, d'utiliser la tactique de la terre brûlée, d'épuiser l'armée de Timur par de petites escarmouches et de prolonger la guerre. Cependant, Bayezid, impatient et sûr de lui, rejeta ces conseils. Il aspirait à la gloire et à une victoire rapide. Quatrièmement, une mauvaise reconnaissance. Bayezid, semble-t-il, ne disposait pas d'informations précises sur l'effectif, la position et les manœuvres de l'armée de Timur. Il tomba dans le piège tendu par son adversaire plus rusé et expérimenté. La bataille décisive eut lieu le 28 juillet ou, selon certaines données, le 20 juillet de l'an 1402 dans la plaine de Chubukova, près d'Ankara. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'armée de Timur dépassait considérablement celle de Bayezid en nombre, peut-être 140-160 000 contre 70-85 000. De plus, l'armée de Timur comptait des éléphants de combat, qui produisaient une impression terrifiante sur les guerriers ottomans, peu habitués à ce type de armes. Timur disposa ses troupes sur plusieurs lignes, avec des flancs solides et une réserve. Au centre,
il plaça ses meilleurs guerriers. Bayezid construisit également son armée de manière traditionnelle. Janissaires et gardes du sultan au centre, Sipaïs d'Anatolie sur le flanc droit, Sipaïs de Roumélie, y compris les détachements serbes de Stefan Lazarević, sur le flanc gauche. La bataille commença tôt le matin par une attaque des troupes ottomanes. Cependant, dès le début, les événements prirent une tournure défavorable pour Bayezid. Le moment clé, qui prédétermina l'issue de la bataille, fut la trahison d'une partie importante des troupes anatoliennes de l'armée de Bayezid. Des détachements des anciens beyliks, tels que Germian, Aydon, Sarouhan, Menteşe, ainsi que des mercenaires tatars qui avaient auparavant servi Bayezid, passèrent du côté de Timur en pleine bataille. Leur souverain ou chef, exilé par Bayezid, se trouvait dans le camp de Timur et s'était mis d'accord à l'avance sur cette trahison. Cela entraîna l'effondrement complet du flanc droit de l'armée ottomane et exposa le centre, où se trouvait Bayezid lui-même avec les janissaires. Dans ces conditions désespérées, les janissaires et les détachements serbes, sous le commandement de Stefan Lazarević, firent preuve d'un courage miraculeux. Les janissaires, encerclés de toutes parts, combattirent jusqu'au dernier, protégeant leur sultan. Stefan Lazarević, avec ses chevaliers serbes, perça plusieurs fois les rangs ennemis, essayant de sauver Bayezid, ou du moins de lui assurer une voie de retraite. Cependant, les forces étaient trop inégales. Bayezid, voyant que la bataille était perdue, tenta d'organiser la résistance et de sortir de l'encerclement. Il participa personnellement au combat, se battant comme un simple soldat. Cependant, ses efforts furent vains. Les fils de Bayezid, voyant la défaite inévitable, quittèrent le champ de bataille. Le fils aîné, Süleyman Çelebi, s'enfuit avec une partie des troupes et le trésor à Brousse, puis en Europe. Mehmed Çelebi, futur sultan Mehmed Prier, réussit également à se sauver et à se réfugier dans les montagnes d'Amasya. D'autres fils, Isa et Moussa, s'enfuirent également dans différentes directions. Au soir, l'armée ottomane était complètement écrasée. Bayezid, resté avec un petit groupe de gardes du corps, tenta de se cacher, mais fut rattrapé et fait prisonnier par les guerriers de Timur. Selon une version, son cheval tomba et il fut capturé. Selon une autre, il fut encerclé et contraint de se rendre. La capture du sultan ottoman, vainqueur des croisés, Bayezid l'Éclair, devint le point culminant de cette bataille tragique. Ce fut un événement qui secoua tout le monde islamique et chrétien. La bataille d'Ankara fut l'une des plus grandes et des plus sanglantes batailles du Moyen-Âge. Les pertes des deux côtés furent énormes, mais l'armée ottomane cessa pratiquement d'exister en tant que force unie. La défaite fut complète et écrasante. Le rêve de Bayezid de domination mondiale s'effondra en un jour. Au lieu du triomphe, l'humiliation, la captivité et la mort l'attendaient. Et l'Empire ottoman, créé par le travail de plusieurs générations, connut une période de chaos et de guerres intestines, connue sous le nom d'interrègne ottoman. La capture de Bayezid Yıldırım lors de la bataille d'Ankara, le 28 juillet 1402, ne fut pas seulement une tragédie personnelle pour le sultan ottoman, mais aussi un événement aux conséquences colossales pour tout l'Empire ottoman et pour l'équilibre des forces dans la région. Le vainqueur de Nicopolis, la terreur de l'Europe, le souverain foudroyant, se retrouva prisonnier humilié de son pire ennemi, Tamerlan. Les mois suivants de sa vie furent remplis d'amertume, de désespoir et aboutirent finalement à sa mort prématurée. Les circonstances de la captivité de Bayezid et le traitement que lui infligea Timur sont entourés de nombreuses légendes, qui occultent souvent la réalité historique. La plus célèbre de ces légendes raconte que Timur aurait gardé Bayezid dans une cage de fer comme une bête sauvage et l'aurait emmené avec lui dans ses campagnes. Selon une autre version, Bayezid servait de repose-pied à Timur lorsque celui-ci montait à cheval ou sur son trône. Ces histoires, particulièrement populaires dans la littérature et l'art européen, visaient à souligner la profondeur de l'humiliation du sultan ottoman et le triomphe de son vainqueur. Cependant, la plupart des historiens modernes considèrent ces récits comme une forte exagération, voire une invention, née d'une propagande hostile
ou du désir de dramatiser davantage les événements. Les sources plus proches de Timur brossent un tableau quelque peu différent. Elles affirment que Timur, bien que sévère, traita initialement Bayezid prisonnier avec un certain respect, convenant à son rang. Il aurait reproché à Bayezid son arrogance et ses erreurs qui avaient la conduit à la guerre, mais lui aurait promis de lui laisser la vie sauve et même, peut-être, de lui rendre une partie de ses possessions en tant que vassal. Bayezid était détenu, mais dans des conditions correspondant à sa position, dans une tente, avec des serviteurs. On lui permit même de voir son épouse Olivera, également tombée en captivité, et certains de ses fils qui avaient été capturés. Néanmoins, il ne fait aucun doute que la situation de Bayezid était extrêmement humiliante. Il était privé de liberté, de pouvoir et de gloire. Il était contraint de suivre l'armée de Timur, qui continuait de dévaster l'Anatolie et d'être témoin de la destruction de son empire. Timur, sans aucun doute, utilisa la capture de Bayezid à des fins de propagande, le présentant comme un trophée de son triomphe. Peut-être qu'avec le temps, en raison des tentatives d'évasion de Bayezid ou de son esprit indomptable, les conditions de sa détention se durcirent. L'idée de la cage pourrait provenir du fait que Bayezid était transporté dans une litière couverte ou un palanquin, qui pouvait ressembler à une cage, ou bien c'était une métaphore de son emprisonnement. Pour un homme au caractère aussi fier, ambitieux et autoritaire que Bayezid, la captivité était un tourment insupportable. Lui, habitué à commander des millions de personnes et à voir ses ennemis à ses pieds, se retrouvait maintenant entièrement au pouvoir d'un autre. L'humiliation, le désespoir, la conscience de l'effondrement total de tous ses plans et espoirs, tout cela ne pouvait manquer d'affecter son état physique et mental. Les sources ottomanes le décrivent comme un homme brisé par le chagrin, passant ses journées dans la tristesse et le repentir. Il souffrait terriblement non seulement de sa propre défaite, mais aussi de la désintégration de son empire, de la mort de milliers de ses guerriers, des souffrances de son peuple. Bayezid Yıldırım mourut en captivité chez Timur le 8 ou le 9 mars 1403 dans la ville d'Akşehir en Anatolie. Il avait environ 43-49 ans. Les causes de sa mort font encore l'objet de débats parmi les historiens. Selon la version officielle, répandue à la cour de Timur, Bayezid mourut de cause naturelle, d'une maladie, peut-être d'une apoplexie, c'est-à-dire d'un accident vasculaire cérébral, ou d'une crise d'asthme, dont il souffrait, selon certaines informations. Les dures conditions de la vie de campagne, le choc nerveux et l'humiliation purent aggraver ses maux. Il existe également une version selon laquelle Bayezid, incapable de supporter la honte de la captivité, se suicida. Selon une légende, il se fracassa la tête contre les barreaux de sa cage, si l'on croit à son existence. Selon une autre, il absorba un poison qu'il portait toujours sur lui dans une bague. Cette version souligne l'esprit indomptable de Bayezid, qui préféra la mort à l'humiliation, mais elle n'a pas de confirmation fiable. Certains historiens n'excluent pas non plus la possibilité que Bayezid ait été secrètement assassiné sur ordre de Timur, qui pouvait craindre que le sultan prisonnier ne devienne un étendard pour la résistance ou ne suscite la sympathie du monde musulman. Cependant, il n'y a pas non plus de preuves directes à cela, et cela contredit les informations sur le traitement initialement respectueux de Timur envers Bayezid. La cause la plus probable de la mort de Bayezid reste néanmoins la maladie, aggravée par un état moral difficile. Cependant, le mystère de sa mort continue de hanter les esprits et ajoute au tragique de son image. Après la mort de Bayezid, Timur, selon certaines informations, exprima ses regrets et ordonna que son corps soit traité avec les honneurs dus. Il permit à l'un des fils de Bayezid, Moussa Çelebi, qui était également en captivité mais fut ensuite libéré, de transporter les restes de son père dans sa patrie. Le corps de Bayezid fut transporté à Brousse, première capitale de l'Empire ottoman, et enterré dans un mausolée, ou turbe, spécialement construit pour lui, à côté de la mosquée Yıldırım Bayezid, qu'il avait lui-même commencé à construire. Ce mausolée est conservé jusqu'à nos jours et est un lieu de pèlerinage. La défaite d'Ankara et la mort de Bayezid eurent des conséquences catastrophiques pour l'Empire ottoman. Premièrement, les pertes territoriales. Timur ne chercha pas à annexer les terres ottomanes à son empire. Au lieu de cela,
Il rétablit l'indépendance de la plupart des beyliks anatoliens, tels que Karaman, Djermiyan, Aydın, Saruhan, Menteşe, Jandar et autres, que Bayezid avait si difficilement unis sous son autorité. L'État ottoman en Anatolie se réduisit facticeusement à ses frontières initiales du temps d'Oran. Deuxièmement, l'affaiblissement dans les Balkans. Bien que Timur n'ait pas envahi les Balkans, la défaite des Ottomans y entraîna un affaiblissement de leur pouvoir. L'Empire byzantin obtint un répit temporaire et récupéra même certains territoires. Les souverains vassaux, tels que Stefan Lazarević de Serbie, commencèrent à mener une politique plus indépendante. Troisièmement, le déclin économique. La guerre contre Timur, le pillage des villes anatoliennes et la perte du contrôle des routes commerciales entraînèrent un grave déclin économique de l'État ottoman. Enfin, la conséquence la plus grave fut le début d'une période de guerre civile entre les fils de Bayezid pour le trône ottoman. Cette période, connue dans l'histoire ottomane sous le nom de Fetre Devri, ou époque de l'interrègne, dura plus de 10 ans, de 1402 à 1413, et mit l'Empire ottoman au bord de l'effondrement total. Bayezid avait plusieurs fils qui survécurent à la bataille d'Ankara et entrèrent en lice pour le pouvoir. Le fils aîné, Süleyman Çelebi, qui s'était enfui avec le trésor à Edirne, se proclama sultan dans la partie européenne de l'Empire, la Roumélie. Il conclut la paix avec Byzance et d'autres États chrétiens, faisant d'importantes concessions territoriales pour assurer ses arrières. Isa Çelebi s'établit à Brousse et contrôlait une partie de l'Anatolie occidentale. Mehmed Çelebi, futur Mehmed Pierre, se fortifia à Amasya et lutta pour l'unification de l'Anatolie sous son autorité. Il se révéla le plus clairvoyant et le plus capable des frères. Musa Çelebi fut initialement prisonnier de Timur, puis fut libéré et, avec le soutien de Mehmed, se dressa contre Süleyman en Roumélie. Musa était connu pour sa cruauté et son appui sur le peuple et les janissaires. La lutte entre les frères fut acharnée et sanglante. Ils concluaient des alliances les uns contre les autres, demandèrent de l'aide aux Byzantins, aux beys anatoliens et même aux États européens. Isa et Süleyman périrent dans cette lutte. Finalement, Mehmed Çelebi sortit vainqueur, réussissant en 1413 à écraser Musa et à unir sous son autorité la majeure partie de l'Empire ottoman. Il entra dans l'histoire sous le nom de Mehmed Mir Çelebi, ce qui signifie le noble, ou Kirişçi, c'est-à-dire le lutteur, second fondateur de l'État ottoman. Il lui incombait la tâche extrêmement difficile de restaurer l'Empire après la catastrophe provoquée par Timur et les conséquences de la guerre fratricide. La période de l'interrègne fut une rude épreuve pour l'État ottoman. Cependant, elle démontra également son étonnante vitalité. Malgré tous les bouleversements, les Ottomans réussirent à préserver le noyau de leur empire et, en quelques décennies, non seulement à retrouver leur position perdue, mais aussi à poursuivre leur expansion, qui les mènera finalement à la conquête de Constantinople en 1453. Mais c'est une autre histoire. Et l'ombre de Bayezid Yıldırım, de ses triomphes et de sa tragédie, planera encore longtemps sur l'Empire ottoman, rappelant la versatilité de la fortune et le prix élevé qu'il faut payer pour un pouvoir et des ambitions sans limite. Le destin de Bayezid Ier Yıldırım est l'une des pages les plus éclatantes et dramatiques, non seulement de l'histoire de l'Empire ottoman, mais de toute l'histoire mondiale. Sa vie, tel un éclair, illumina le firmament du tournant des XIVe et XVe siècles, laissant derrière elle une trace profonde, une trace de victoire triomphale, de réalisation grandiose et d'une chute retentissante. L'évaluation de sa personnalité et de son règne est ambiguë et multiple, comme l'histoire elle-même. Bayezid fut sans aucun doute un chef militaire exceptionnel et un souverain énergique. Son surnom, Yıldırım, correspondait parfaitement à son caractère. Rapidité dans la prise de décision, célérité des manœuvres, détermination au combat, énergie indomptable. Il possédait une pensée stratégique, savait inspirer ses troupes et semer la terreur chez ses ennemis. En peu de temps, il transforma l'État ottoman en un immense empire, étendant ses frontières du Danube à l'Euphrate. Il fut également un bâtisseur actif, un mécène des sciences et des arts,
bien qu'à un degré moindre que certains autres sultans ottomans. Cependant, Bayezid présentait également de graves défauts, qui le conduisirent finalement à sa perte. Son arrogance, son excessive confiance en soi, son caractère colérique et son intolérance à la critique l'empêchèrent souvent de prendre des décisions réfléchies. Il sous-estima ses adversaires, en particulier Tamerlane, et surestima ses propres forces. Sa cruauté envers les peuples soumis et même envers ses propres sujets, par exemple l'exécution de son frère Yacoub, inspirait la peur, mais aussi la haine. Les accusations de s'être écarté des traditions ancestrales, de s'adonner au luxe et aux excès, avaient dit peut-être un fondement, et sapèrent son autorité auprès d'une partie de la société ottomane. Les conquêtes de Bayezid eurent une importance énorme. Il anéantit pratiquement les restes du royaume bulgare, plaça la Serbie sous dépendance vassale, affaiblit sérieusement Byzance, fut à 2 doigts de prendre Constantinople. En Anatolie, il unit sous son autorité la plupart des beyliks turcs, créant les conditions préalables à la formation d'un État turc unifié. Sous son règne, l'Empire ottoman devint la principale puissance de la région. Cependant, sa chute fut aussi rapide que son ascension. Les raisons en sont à la fois externes, notamment l'apparition d'un adversaire aussi redoutable que Tamerlane, et internes, les erreurs de Bayezid lui-même, la trahison d'une partie de son armée, un possible mécontentement à l'égard de son règne. La bataille d'Ankara ne fut pas seulement une défaite militaire, mais une véritable catastrophe, qui rejeta l'Empire ottoman plusieurs décennies en arrière et remit en question son existence même. Malgré la fin tragique du règne de Bayezid et la période d'interrègne qui s'ensuivit, l'Empire ottoman fit preuve d'une vitalité étonnante. Son fils, Mehmed Ier, réussit à restaurer l'unité de l'État, et son petit-fils, Mourad II, ainsi que son arrière-petit-fils, Mehmed II le Conquérant, poursuivirent la politique d'expansion qui conduisit à la chute de Constantinople en 1453 et à la transformation de l'Empire ottoman en l'une des plus grandes puissances du monde. Les leçons du règne de Bayezid furent assimilées par ses successeurs. Ils devinrent plus prudents en politique étrangère, accordèrent plus d'attention au renforcement de l'unité intérieure, au développement de l'armée et de l'appareil administratif. La tragédie de Bayezid servit d'avertissement contre une confiance en soi excessive et la sous-estimation des ennemis. Bayezid Yıldırım laissa une trace éclatante et contradictoire dans la mémoire historique de différents peuples. En Turquie, il est vénéré comme l'un des grands sultans conquérants ottomans, qui étendit les frontières de l'Empire et renforça sa puissance. Sa victoire à Nicopolis est considérée comme un triomphe des armes ottomanes sur les forces unies de l'Europe. Cependant, sa défaite à Ankara et sa captivité constituent une page tragique de l'histoire nationale. Pour les peuples qu'il soumit, tels que les Serbes, les Bulgares, les Grecs, il resta dans les mémoires comme un conquérant cruel, destructeur de leur État. Cependant, certains, comme le prince serbe Stefan Lazarević, furent contraints de le servir et firent même preuve de loyauté. En Europe, Bayezid fut longtemps le symbole de la menace ottomane, le fléau de Dieu. Son nom inspirait la peur. La défaite de Nicopolis fut un choc pour le monde chrétien. Les légendes sur sa cruauté et sa captivité par Timur furent populaires dans la littérature et l'art européen, par exemple dans la tragédie de Christopher Marlowe, Tamerlane le Grand, les opéras de Handel, Tamerlane, et de Vivaldi, Bajazet. Le destin de Bayezid Yıldırım est un rappel éternel de la versatilité de la fortune, de la facilité avec laquelle on peut tomber du sommet de la gloire dans l'abîme de l'humiliation. Il fut un homme de son époque, une époque de grandes réalisations et de grandes tragédies, une époque de titans dont les actes façonnaient la carte du monde. Sa vie, pleine d'éclat et d'amertume, suscite encore aujourd'hui débat et admiration, compassion et condamnation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des cendres de l'empire de Bayezid, détruit par Tamerlane, renaquit un nouveau phénix ottoman, encore plus puissant. Et le nom de Bayezid l'Éclair resta à jamais inscrit en lettres d'or et de sang sur les tablettes de l'histoire mondiale, comme un symbole d'énergie indomptable, d'ambitions illimitées et du destin tragique d'un grand conquérant. Nous vous remercions, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés tout au long de ce long et,
nous l'espérons. Passionnant voyage à l'époque de Bayezid l'Éclair. L'histoire est pleine de personnalités étonnantes et d'événements dramatiques, et nous sommes heureux de partager ces connaissances avec vous. Si notre récit vous a plu, veuillez nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en aimant cette vidéo et en laissant vos commentaires. Quels autres thèmes historiques ou personnalités aimeriez-vous voir sur notre chaîne? Nous sommes toujours heureux de recevoir vos réactions et suggestions. À de nouvelles rencontres dans le monde de l'histoire.